Benjamin Malati est une figure emblématique de l'équipe de France et surtout l'un des marathoniens les plus aguerris en Europe. Il a commencé l'athlétisme à l'âge de 9 ans et parcourt aujourd'hui en courant entre 5 et 6 000 km par an. Alors comment fait-il pour trouver chaque matin la motivation d'aller à l'entraînement après tant d'années ? Et surtout, comment arrive-t-il à être toujours motivé malgré les hauts et les bas qu'implique une carrière dans le haut niveau ? Dans cette interview, nous avons voulu analyser les ressources qu'un champion va chercher pour se motiver au quotidien, mais aussi pour cultiver cet état d'esprit de persévérance indispensable à toute personne qui cherche à atteindre son but. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse entrer dans la tête de Benjamin Malati. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque semaine, venez discuter sport, entraînement et psychologie du coureur avec deux passionnés qui le vivent au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir dans l'émission l'un des coureurs les plus expérimentés de l'équipe de France, Benjamin Malati. Benjamin, comment ça va ? Eh bien, bonjour à tous, je vais très bien et puis aussi bon run et bon entraînement à tous. Et oui, bon entraînement si vous nous écoutez en train de courir et nous sommes aussi en compagnie de Fred, entraîneur du groupe élite au Stade Français Athlétisme mais aussi co-animateur du podcast. Fred, toi aussi ça va bien ? Bah écoute, moi ça va super bien et je suis vraiment ravi qu'on reçoive Benjamin aujourd'hui dans notre podcast parce que ça fait un petit moment que je suis sa carrière et j'ai énormément de questions à lui poser. Ça c'est clair, Benjamin, on va avoir beaucoup de questions à te poser. Tu fais partie du paysage de l'athlétisme français depuis très longtemps. D'ailleurs, tu as intégré la famille équipe de France depuis de nombreuses années aussi et il paraît que c'est nos frères et sœurs qu'on connaît le moins. Donc, ma première question, est-ce que tu peux te présenter à nous ? Eh ben oui, je m'appelle donc Benjamin Malati, j'ai 32 ans, je suis né à Agen, dans le pays du rugby. J'ai décidé assez rapidement de faire de la course à pied. J'ai commencé donc tout jeune l'école d'athlé et voilà, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Je suis passé notamment par la piste et le cross que je fais toujours, la piste beaucoup moins aujourd'hui. Et ma spécialité aujourd'hui est le marathon. J'ai un record à 2h12.00 à Paris en 2013 et puis j'ai une quinzaine de sélections en équipe de France, un titre de champion d'Europe par équipe de cross. Et voilà, une participation à un championnat du monde, 2 championnats d'Europe sur les compétitions estivales, donc sur marathon notamment. Et voilà, il y a un titre de champion de France de cross aussi qui me tient à cœur, qui date de 2012, maintenant qui remonte un peu, mais qui a été un peu la consécration à l'époque, moi qui ai commencé tout petit par le cross. Donc voilà pour le résumé, et puis un chrono sur semi en 63 et un record sur 10 km à 28,54 sur la piste et 29,10 sur la route. C'est des belles références, en effet. T'as commencé tôt, t'as commencé à quel âge à courir ? Et j'ai commencé en 95, j'avais 9 ans au SU à Agen Athlétisme. Je suis venu un petit peu par hasard parce que du coup j'avais envie de découvrir un autre sport. J'avais fait un ou 2 ans de foot et du coup j'ai voulu changer et essayer ce sport-là. Et du coup j'ai appris un petit peu les bases de l'athlétisme assez jeune, la coordination, travail de vitesse. J'avais quand même des prédispositions qui étaient faites sur la course de fond dès mon plus jeune âge. Puis bon, j'ai très vite basculé avec un entraîneur qui m'a pris sous son aile assez tôt dans les catégories Benjamin minimes. Et voilà, puis j'ai découvert aussi beaucoup de choses au travers de ces années d'athlé. Et puis surtout un état d'esprit. C'est vrai que l'école de l'athlé, on parle de l'école d'athlétisme, mais c'est vraiment une vraie école aussi de la vie. Et voilà, je regrette pas d'avoir choisi ce sport très jeune. On reviendra sur cette partie de l'école de la vie et de la course à pied, ce que ça t'a apporté. Parce que nous, c'est un sujet qu'on aime bien dans l'émission, hein, Fred ? Ouais, clairement. On sait que on tire des choses de l'athlétisme. Nous-mêmes, on est pratiquants et du coup, on le voit bien au quotidien. Moi, du coup, j'avais une petite question parce que si je suis pas trop mauvais en maths encore, en calcul mental, tu nous dis que tu as commencé à 9 ans, tu en as 32, donc ça fait 23 ans d'athlétisme. Donc, en 23 ans d'athlétisme, il y a dû y avoir un nombre innombrable de courses. Laquelle sortirais-tu du lot si tu en sortais une ? Il y en a 2 qui me tiennent à cœur. Il y a le titre de champion de France de cross en 2012. Et moi, je viens du cross. J'ai fait mes premières armes, on va dire, nationales, mes premières bonnes performances sur le cross. Donc, c'est vrai que je retiens souvent ce titre. Maintenant que je suis sur marathon depuis 5-6 ans, j'ai aussi mon premier marathon parce que ça a été une réussite aussi à Paris.
et j'en garde toujours de très grands souvenirs. Après, il y a eu beaucoup de courses qui ont été faites, mais voilà, j'ai envie de retenir surtout le titre de champion de France et puis aussi un marathon parce qu'aujourd'hui je suis un marathonien. Et Paris est pour moi un marathon, peut-être pas le plus rapide, mais pouvoir courir dans son pays à travers d'un grand marathon, ça reste aussi un grand moment. Ouais. Bah, c'est pas le plus rapide, en même temps, c'est là où tu as fait ton meilleur temps. Donc, est-ce que tu penses que le parcours, il impacte tant que ça, notamment à Paris? Il impacte un peu, mais j'estime 30 secondes, mais après tout dépend aussi de la physionomie de course. Moi je dis toujours à Paris, il y a souvent des bonnes conditions, c'est pas tout le temps le cas toute l'année, mais sur le marathon j'ai souvent eu des bonnes conditions, donc ça jouait aussi énormément. Et après aussi, ça dépend aussi des lièvres et finalement du groupe dans lequel on est. On peut aller sur un très très bon marathon, mais si le groupe ne convient pas ou passe 30 secondes plus vite ou trop lent, bon, ou une minute, on va dire, 30 secondes encore, ça peut aller. Non, je considère qu'il y a plus rapide, mais si on a les conditions météo et le bon groupe avec, on peut aussi faire de très belles performances. À Paris, voilà, ça s'est vu par le passé. Après, les chronos ne sont pas descendus au plus haut niveau, peut-être parce qu'aussi les tout meilleurs se réservent sur d'autres marathons. Mais il n'empêche que voilà, on a vu des perfs françaises aussi au marathon de Paris, voilà, ces 20 dernières années. Donc ça montre aussi que c'est pas non plus le parcours le plus difficile. C'est peut-être pas le plus facile, mais c'est pas le plus difficile, loin de là. Justement, en parlant de performance, tu nous as raconté brièvement tes débuts en course à pied, mais qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à te hisser dans le monde du haut niveau? Selon toi, tu avais quelles qualités que les autres n'avaient pas? Alors, je dirais la persévérance, le travail, et puis le mental aussi. J'étais peut-être pas le plus doué, mais par contre j'avais une force de travail assez importante et aussi un mental pour être régulier et persévérant. Je pense que c'est ce qui a fait aussi la différence à un moment donné où parfois on a des choix de vie, que ce soit avec les études ou parfois on se laisse entraîner par d'autres choses dans la vie aussi. Quand on est dans les années étudiantes aussi, c'est aussi compliqué de jouer sur tous les tableaux, que ce soit l'école, le sport, les copains, les sorties. Moi là, j'ai réussi un petit peu à tout faire et finalement aussi à rester hyper concentré et hyper rigoureux sur mon entraînement, surtout à pas louper d'entraînement, que je sois en groupe ou seul, parce qu'il y avait une grosse partie de l'entraînement aussi que je faisais seul, en dehors des entraînements que j'avais au stade. Et je pense, oui, il y a du travail, mais il y a surtout cette partie mentale qui a été importante pour finalement progresser et ne rien lâcher. D'accord, on va revenir tout au long de l'interview sur les ressources que tu mobilises pour performer au quotidien. Mais avant, il y a quand même une question qu'on voulait te poser avec Fred. Tu sais, il y a beaucoup de coureurs, de sportifs qui partagent leurs données Strava sur le nombre de kilomètres qu'ils ont fait en 2018. Alors, du coup, toi, Benjamin, en 2018, combien de kilomètres? Alors, je pense que c'est 2018, ça n'a pas été la plus grosse année en termes de kilomètres parce que j'ai fini l'année un petit peu en roue libre. J'ai un compte Strava, alors je mets souvent mes entraînements en période en prépa marathon. Cette année, j'ai dû faire un peu plus de 5000 kilomètres, ce qui n'est pas une très grosse année pour moi. Pour toi, oui. Mais ouais, pour moi, ça reste beaucoup, mais c'est normal quand on s'entraîne pour des gros objectifs. On est obligé de passer par là. Mais globalement, une bonne année, on va dire que c'est autour de 6000 kilomètres. Donc on va dire que sur 12 mois, il y a 9 mois assez pleins, on va dire, entre 120 et 160 et un peu plus kilomètres. Après, je vais dire qu'il y a un mois et demi de reprise et puis un mois et demi un peu plus cool autour de 100 kilomètres par semaine. Donc voilà, on grimpe vite aussi dans le nombre de kilométrage. Ouais, je m'amusais à calculer aussi récemment combien j'avais pu faire de kilomètres depuis que je cours. Je m'étais dit que je devais être autour de 100 000 à peu près, peut-être je me trompe. Ouais, deux fois le tour de la Terre, quoi. Ouais, c'est ça, deux fois et demi. Du coup, je me suis dit, ah oui, quand même, peut-être qu'il va falloir faire une révision ou autre Ah, chose. c'est quand même énorme, on se rend pas forcément compte et je voudrais préciser pour les auditeurs, et moi le premier j'ai du mal à visualiser ce que ça fait. À titre de comparaison, il y a que 3500 km entre Barcelone et Moscou. Donc là ça vous donne une idée des kilomètres parcourus en courant par Benjamin. Sur une année, ça fait beaucoup. Mais ouais, sur une année, ça fait beaucoup. Mais après, découpé en 365 jours ou en 330 jours parce qu'on a quelques jours de repos, pour pouvoir accumuler tous ces kilométrages sur l'année, il faut aussi avoir du temps, de la récup et puis aussi un entraînement qui a été progressif pour arriver à un tel kilométrage. Voilà. Mais du coup, à côté de ce kilométrage course, tu mets du kilométrage vélo ou tu fais que de la course? Alors moi, c'est vrai que je complémente très très peu. J'avais essayé à une période de faire un petit peu de vélo à côté et finalement
Finalement, je suis pas non plus un grand rouleur, donc je le fais très très rarement. Je fais beaucoup de kilométrage, moi, c'est vrai que je suis pas trop vélo. Il faudrait peut-être, parce que peut-être parfois je manque un peu de cuisse, mais c'est vrai que j'ai du mal. Je préfère aller courir qu'aller tourner les jambes sur un vélo. Je m'ennuie un peu sur un vélo, même si parfois on peut croire qu'on s'ennuie aussi en courant, mais je trouve que c'est beaucoup plus plaisant, enfin, pour ma Ok. part. Et il faut préciser, Benjamin, c'est que toi, tu as fait le choix d'avoir une double vie professionnelle et d'athlète de haut niveau. Oui. C'est-à-dire que tu as en parallèle un travail. Pour toi, comment tu arrives à concilier les deux et c'est quoi les avantages et les inconvénients d'une telle pratique? Alors les avantages, c'est que moi, à un moment donné, je me suis dit que l'athlète pouvait aussi s'arrêter à tout moment. J'ai fait des bonnes performances, mais peut-être pas assez pour en vivre pendant une dizaine d'années ou voilà me projeter. J'avais fait aussi un master 2, donc en aménagement du territoire. J'avais pas aussi envie de perdre les acquis pendant 10 ou 15 ans au risque en plus de pas forcément très bien gagner sa vie. Sport de haut niveau, quand on n'est pas dans les tout meilleurs, ben, les revenus sont assez aléatoires. Donc moi, ça m'a apporté vraiment un équilibre. C'est vrai que j'avais besoin de pouvoir aussi à côté de l'athlète avoir quelque chose qui m'apporte socialement, intellectuellement aussi. Après, les inconvénients, c'est que j'avais quand même bon un emploi du temps qui était pas aménagé, mais j'ai commencé en 25 heures, donc ce qui me permettait aussi de pouvoir faire les deux. Quand on bosse 35 heures, 40 heures par semaine, ça devient très vite compliqué quand on s'entraîne 10 fois par semaine, surtout en termes de récupération. Alors on peut tenir 6 mois, un an, mais le faire sur plusieurs années, ça paraît compliqué. Les petits inconvénients, c'est que ben, parfois je pouvais pas me concentrer pleinement sur, on va dire peut-être sur une optimiser totalement l'entraînement en termes de récup, en termes de soins peut-être aussi. Mais je le regrette pas de l'avoir fait parce que j'en avais besoin et je sais pas si réellement en faisant que ça pendant plusieurs années, j'aurais peut-être optimisé, j'aurais peut-être fait des meilleures saisons, j'aurais peut-être gagné un petit peu sur marathon, je sais pas si j'aurais beaucoup gagné, donc je regrette pas d'avoir fait parce que comme je l'ai dit au début, c'était aléatoire, je savais que je serais jamais dans les tout meilleurs. Voilà, j'avais aussi compris que j'avais certaines limites, même si j'ai commencé assez fort sur marathon et j'ai voulu aussi anticiper le futur. L'athlète c'est bien, le sport c'est très bien, mais il faut aussi penser à nos 25-30 années qu'il y a derrière le sport de haut niveau et je sais que c'est parfois très dur de se réinsérer professionnellement après une carrière. Donc moi j'avais voulu anticiper et voilà faire les choses qui m'assuraient aussi quelque chose derrière tout ça. Ok, tu nous disais tout à l'heure en introduction qu'une de tes qualités, c'était ta persévérance et ta motivation et ton mental. On a, sur le compte Instagram dans la tête d'un coureur, on a demandé à nos auditeurs s'ils avaient des questions pour toi et il y a énormément de questions qui sont ressorties justement sur ta persévérance et sur ta motivation. Comment est-ce que tu arrivais à chaque matin aller courir tu nous disais que tu cours depuis l'âge de 9 ans. Comment est-ce que chaque matin tu arrives à trouver cette force en toi pour aller t'entraîner avec tout ce que la vie d'un coureur, avec les hauts, les bas qu'on peut rencontrer. Comment toi, tu arrives tout le temps à rester motivé, tout le temps à te bouger? Je pense que tu es comme nous. Il y a des fois, le matin, tu n'as pas envie. Alors, c'est quoi tes secrets pour toujours te motiver? Alors moi je pense que c'est vraiment de se fixer des objectifs concrets. Et moi, j'adore m'entraîner et aller courir. Mais au-delà de ça, ce qui me permet de pas louper un entraînement ou de pas repousser, c'est vraiment de me fixer un objectif concret. Et à partir de ce moment-là, quand l'objectif est dans ma tête, 3-4 mois en amont, souvent parce que on peut préparer des objectifs aussi à plus long terme, mais du coup, je rentre dans une phase où je suis concentré à 100% que sur ça et je ne pense qu'à mon objectif et du coup je me dis qu'à partir de ce moment-là ben voilà l'entraînement est prioritaire et je dois pas en louper un. Alors parfois ça peut m'arriver peut-être de louper un footing de récup dans une semaine, mais une fois que je suis rentré dans ma bulle de préparation, voilà, j'ai un certain nombre de kilométrages et des séances à rentrer dans la semaine. C'est là que je deviens un peu en mode, un petit peu comme si on était obligé d'aller au travail ou de manger pour survivre. Ben voilà, je rentre dans ma bulle. Il n'y a plus rien qui peut me sortir en fait de mon programme hebdomadaire d'entraînement. Je pense que c'est comme ça aussi que j'ai acquis une certaine rigueur tout au long de ces années, à pas repousser, à pas louper dans l'entraînement. Et une fois qu'on l'a fait, on est content, même si on est fatigué ou même
même si on n'a pas forcément la motivation absolue, une fois qu'on a rentré l'entraînement, Ouais, c'est sûr. on a quand même une satisfaction. C'est vraiment hyper intéressant ton retour d'expérience et à mon avis, on va être nombreux à s'identifier dans ce que tu dis. Et moi, le premier, évidemment, il y a des jours où j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Mais avec l'expérience, j'ai appris à pas m'écouter. Pourquoi? Parce que quand on y réfléchit, on regrette jamais d'être allé s'entraîner. Alors que l'inverse, tu peux être sûr que oui. Et moi, ce que je note dans tes propos, c'est que finalement, tu comptes beaucoup plus sur ta discipline que sur ta motivation. Oui. Et ça se comprend parce que la motivation, c'est pas ça qui va te faire lever aux aurores tous les matins pour aller t'entraîner. Alors que la discipline, oui. Oui, mais c'est vrai que tout ça est relié. Si j'avais pas d'objectif clair et précis, c'est vrai que j'aurais un petit peu plus de mal. Je ferais de l'entraînement un peu plus diffus. Mais du coup là, c'est vrai que je rentre vraiment dans une bulle où voilà, une fois que j'ai décidé que l'objectif était fixé là, voilà, j'arrive naturellement à y aller et même parfois si c'est dur, bon, mais j'y vais où j'essaye on va dire de réguler un petit peu l'entraînement en fonction aussi des sensations. Il y a des jours où, alors les séances d'entraînement, enfin les séances spécifiques, pas forcément, mais quand il y a des footings. Bon, parfois, suivant ma fatigue et mon état de forme, bon, voilà, je décide de réguler aussi en fonction de l'état de forme, de santé que je peux avoir à l'instant T. Alors Benjamin, on a bien compris que ta rigueur t'avait amené jusqu'au top niveau en équipe de France. Les sélections en équipe de France se multipliant et les gros chronos tels ton 2h12 sur marathon ont fait que tu as suscité de plus en plus d'attentes. Mais on sait également qu'une vie d'athlète, encore plus de haut niveau, est faite de haut et de bas, sans pour autant que les attentes qu'on puisse avoir envers toi diminuent. Donc toi, comment tu as géré ça? Une fois qu'il y a la réussite, je l'ai plutôt bien géré. On va dire que c'est quand même une grosse reconnaissance. Ce qui a été le plus dur, c'est de confirmer derrière où, forcément, ça s'est un petit peu moins bien passé sur les années 2014, 2015 et même 2016. Et là, ça a été un petit peu dur pour moi parce que j'ai connu aussi, on va dire, même si 2-12 aujourd'hui, ça paraît un moyen par rapport à l'échiquier mondial. Et après, ça a été très dur parce que j'ai cherché à confirmer ou à faire mieux et finalement, j'ai stagné, voire un petit peu régressé, même si je pense que j'avais pas régressé, c'est juste que les marathons étaient peut-être pas, voilà, c'était peut-être pas le bon jour ou il y a eu aussi des petits couacs un petit peu physiques qui ont fait ralentir tout ça. Mais c'est vrai que j'ai eu un contre-coup derrière dans ces années-là qui a été un petit peu dur à accepter parce que d'une part j'arrivais pas, on m'attendait peut-être à un meilleur niveau derrière les 2-12 en disant bon mais il a fait 2-13 au premier marathon, 2-12 au deuxième, il va vite nous faire 2-10 et finalement c'est dans ces années-là que j'ai pas réussi à ne serait-ce que confirmer et ça a été un petit peu dur et ça a été il y a eu beaucoup de questionnements, je travaillais aussi à côté donc on se pose aussi beaucoup de questions. Mais finalement, j'ai pas perdu espoir parce que j'aimais tellement ça, j'aimais tellement m'entraîner et tellement envie de refaire de belles performances que j'ai pas lâché le morceau. Ça aurait pu, je pense que beaucoup ont pensé qu'à un moment donné, ça allait être dur de continuer. Et en 2017, je fais une très très belle année. Je pense qu'il n'a pas été du tout récompensé par les chronos. Je fais 2 fois 2h13. Et du coup, j'ai réussi à me remotiver. Mais c'est vrai que bon, j'ai pas de regrets, mais c'est vrai que des fois je me dis peut-être que il y avait peut-être mieux un petit peu à faire dans ces années où aussi j'arrivais vers la trentaine où j'étais dans une phase un petit peu euphorique et du coup j'ai peut-être pas confirmé. C'est peut-être un de mes regrets, mais bon après ça fait partie aussi de la carrière et de la vie d'un sportif de voilà parfois d'avoir des coups de moins bien et des remises en question aussi qui sont un petit peu difficile, on est aussi parfois un peu esselé et du coup peut-être que j'ai pas fait toutes les choses nécessaires pour essayer de retrouver un petit peu le chemin un petit peu du succès mais après quand je regarde au final mes années d'athlète, j'ai pas de regrets, voilà, ça j'ai pas énormément de regrets. Tu as une vraie capacité de remise en question, Benjamin, et c'est pas donné à tout le monde vraiment. On sent chez toi cette pugnacité, cette persévérance, et finalement, je comprends beaucoup mieux pourquoi tu as une carrière aussi riche. Il y a sûrement beaucoup d'enseignements à en tirer, et justement, j'aimerais te poser une question. Tout athlète de tout niveau est confronté dans son quotidien à plein d'émotions, que ce soit des victoires, des échecs, des craintes, des peurs ou des appréhensions, et à chaque fois, il doit y faire face. Et c'est pas évident parce que tu peux avoir une famille, un travail à côté. Et donc, du coup, c'est quoi les conseils que tu peux nous donner pour faire face à tout ça? Je pense déjà il faut apprendre à se connaître, mais ça c'est vrai que ça on le fait au fil des années.
Gérer son quotidien et ses semaines d'entraînement parce que on n'a pas tous la chance d'avoir du temps pour récupérer, même s'entraîner correctement. Donc c'est d'adapter aussi ses entraînements par rapport à son rythme en fait quotidien. Ça, c'est très important parce que parfois, certaines personnes sont déjà en surmenage, en fatigue. Donc, c'est aussi de trouver le bon compromis entre ce qu'on va pouvoir, même si on va pas pouvoir repousser ses limites complètement sur l'entraînement, de gérer aussi en fonction de ses fatigues, de ses contraintes aussi de la semaine et de pas en faire trop. Il faut mieux parfois en faire un petit peu moins, se donner un petit peu moins, même si bon, j'aime pas ça parce qu'en athlète, je considère qu'il faut toujours se donner au maximum, mais pour éviter voilà aussi de rentrer dans un surentraînement ou dans des périodes de blessure qui finalement auraient pu être évitées en ajustant un petit peu mieux l'entraînement. Et après, j'ai envie de dire aussi, mais c'est aussi plus compliqué à faire, c'est finalement d'avoir une bonne condition physique, c'est-à-dire en tant que coureur à pied, on pense à s'entraîner et à courir, mais on oublie la partie renforcement, éducatif, PPG, tout ça, qui ne serait-ce que un quart d'heure, 20 minutes, voilà, par entraînement ou tous les 2 entraînements peuvent être aussi très utiles à maintenir aussi une bonne condition physique, partie étirement bien évidemment, mais aussi qui permettent d'avoir un corps fort qui est bien entretenu et ne pas faire que courir. Voilà. D'accord. On va encore profiter de ton expertise, Benjamin, pour avoir ton ressenti sur quelque chose. En ce moment, on a l'impression que le marathon français semble vivre un nouvel élan, avec notamment l'arrivée de Nicolas Navarro, qui a réalisé d'ailleurs 2h12 à Valence, ou Benjamin Choquer, qu'on a vu à Paris. Il y a aussi la montée de Florian Carvalho. Toi, qui es dans le circuit depuis 2012, quel regard tu portes sur cette nouvelle vague? Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce qu'en tant que doyen, si je peux dire, tu te sens l'âme d'un grand frère? Mais moi, je pense que c'est positif. C'est vrai qu'on a parfois l'impression que le marathon stagne ou est dans des années un petit peu moins fortes que par le passé. Je pense surtout aussi que le niveau international s'est énormément élevé ces dernières années. Moi, j'en pense que du bien. Plus on sera nombreux et plus on va aussi s'entraider et se motiver ensemble. Donc, moi, j'y vois que du positif. Hassan Chadi qui vient de faire 2h10. Nicolas Navarro 2h12 récemment, Benjamin aussi qui a à mon avis aussi une marge de progression s'il continue sur ces dernières performances. Et puis mon pote Florian aussi qui arrive et qui à mon avis va faire un très gros marathon au printemps parce que il avait préparé son premier, on va dire, avec pas une préparation complète derrière les championnats d'Europe. Donc je pense qu'il y a une vraie émulation autour de ça. C'est vrai que moi j'étais un des premiers à lancer les hostilités. C'est vrai que certains ont le suivre, mais peut-être que les chronos aussi n'ont pas suivi derrière. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y avait une vraie émulation entre nous, qui va aussi nous permettre certainement de passer des paliers, parce qu'on voit quand on voit l'autre faire des chronos, ben on a envie aussi de faire les mêmes, donc ça nous pousse à nous entraîner aussi plus dur, à être plus rigoureux. Donc je pense que c'est que du bonus et je pense que le marathon français, alors sur la scène internationale, ça sera toujours compliqué quand on voit les chronos qui s'affolent, mais revenir sur la scène européenne, ça s'est très mal passé l'été dernier à Berlin, j'avais été le premier déçu, mais parfois le marathon ça se passe pas bien, il y a des choses qui font que une préparation ou une course, ça a été mon cas l'été dernier, mais je pense que là avec les gars qu'on a, il y a moyen que sur une année, il y ait 3-4 mecs qui soient capables de courir entre 2h09 et 2h12. Et je pense que ça va relancer aussi l'intérêt et la discipline aussi dans le pays. Donc pour moi, c'est que du bonus. Ok, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu fais référence au championnat d'Europe de marathon à Berlin et au côté déceptif de cette course. Est-ce que tu peux revenir sur qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça a été même si à l'arrivée de la course, bon, le marathon fait tellement mal à la tête que on oublie assez vite ou on n'a plus trop envie d'y penser, mais ouais, ça a été un énorme échec pour moi parce que je suis arrivé sur la préparation, j'étais très très costaud et pendant 15-20 km, j'ai été très très à l'aise dans le peloton. Il y a eu une grosse accélération au 20e, mais une accélération où on est passé de 19 à 21 km/h sur quelques kilomètres. J'étais dans une très bonne forme et j'ai voulu suivre bien évidemment. C'était à ce moment-là qu'il fallait pas lâcher le groupe et c'est là que tout s'est emballé, j'ai un point de côté qui est venu interférer un petit peu dans cette accélération-là et qui a changé complètement la course. Je me suis retrouvé lâché, j'étais à 19 km/h facile et du coup je suis revenu à 18 km/h esselé
à ne plus pouvoir faire quelque chose. J'ai terminé la course pour terminer parce que c'est toujours dur d'abandonner avec le maillot de l'équipe de France. J'ai fini en apnée quasiment. J'ai fini à 15 à l'heure, mais je pouvais quasiment plus respirer sur les derniers kilomètres. J'avais l'impression d'être asphyxié. Donc ouais, ça a été une énorme déception parce que je sentais qu'il y avait peut-être pas voilà, une médaille ou un top 5 à faire, mais je pense que dans les 10 premiers, c'était largement faisable. Et voilà, ça m'a laissé quelques traces voilà, pendant quelques semaines, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Mais c'est vrai que ça a été un échec pour moi parce que j'avais focalisé toute ma saison sur ça. J'avais décidé de pas faire de marathon au printemps et pas de chrono parce que l'été, forcément, c'est toujours difficile sur un championnat de faire un chrono, et donc forcément ça a été une énorme déception, mais voilà, il faut savoir aussi s'en relever, et je crois qu'aujourd'hui ça y est, elle est oubliée, et on va repartir sur la prochaine échéance. Super. Et du coup, pour revenir un peu à l'équipe de France ou plus largement à ce renouveau du marathon français, on sait, hein, parce qu'on le vit même à notre niveau qui est plus humble, lorsque des coureurs se rencontrent, ils parlent course et notamment ils parlent entraînement. Du coup, je suppose que lorsque les meilleurs marathoniens français se rencontrent, ils échangent aussi sur ces questions-là. Est-ce que tu notes des différences significatives dans la préparation des marathoniens français? À une époque, on a beaucoup parlé de l'assez faible volume qui était annoncé par Jean-Claude Volmer, hein, qui est l'entraîneur de Hassan Chadi, sachant pas si c'était vrai ou si ça relevait un peu de l'intox. Toi, tu penses quoi? Il y a des différences notables ou non? Alors Fred, je vais juste préciser pour nos auditeurs qui ne seraient pas forcément au fait, Jean-Claude Volmer, c'est l'entraîneur de Hassan Chadi, et Jean-Claude, il avait expliqué dans la presse que finalement dans son plan d'entraînement, il faisait courir Hassan entre 90 et 130 km par semaine. Voilà, on peut dire que c'est pas forcément dans les standards des marathoniens de haut niveau qui s'entraînent plus avec 50 ou 60 km en plus. Mais ça correspond quand même à quelque chose qu'on entend de plus en plus, qui est que finalement un marathonien n'a pas à courir énormément ou autant de kilomètres que ce qu'on peut penser. Voilà pour la précision, et je te laisse répondre, Benjamin. Ben, je pense qu'Hassan est un cas particulier. Bon, moi j'aurais dit un petit peu plus, je pense qu'il fait 120, 130 maximum, beaucoup sur tapis, et c'est vrai qu'il a des sorties longues aussi pas très élevées en kilométrage. C'est sa conception, mais je pense qu'après tous les autres, on est quand même des très bons bornards, que ça soit Florian, qui même lui, quand il prépare du 1500 ou du 5000, il a toujours un kilométrage élevé. Je pense que c'est le cas aussi de Benjamin, Nicolas, qui sont aussi des gens qui font beaucoup de volume. Donc non, je pense que même tous les marathoniens qu'il y a eu il y a quelques années, on faisait beaucoup de volume, et on est obligé d'avoir du volume. Enfin, pour moi, c'est comme ça qu'on le conçoit. Mais je pense qu'on se ressemble beaucoup à Parasan, vraiment, qui a une préparation un petit peu différente. Pour avoir échangé avec les autres, c'est vrai on est à peu près, alors on fait pas exactement les mêmes choses, mais tout se recoupe. De toute façon, il n'y a pas qu'une méthode d'entraînement, Bien sûr. mais tout est à peu près semblable, hein, dans le gros de la préparation. Puis je pense que tous les gens qui se sont essayés aussi au marathon aussi faisaient beaucoup de volume. Je pense que pour nous, moi qui à la base, en plus, j'ai besoin de ce kilométrage-là, même quand je prépare un 10 km. Donc pour moi, il me paraît nécessaire, et on le voit partout ailleurs. Je pense qu'on a besoin aussi d'assimiler du kilométrage et aussi de la fatigue, parce qu'en assimilant du kilométrage, on assimile de la fatigue, et voilà, créer cet entraînement-là qui est pour moi nécessaire pour la réussite d'un marathon. Ouais, c'est intéressant d'avoir l'avis d'un pro sur cette question, parce que nous aussi, les coureurs amateurs, on se la pose. Si on prépare une course longue distance comme un marathon ou encore un trail, est-ce qu'on doit emmagasiner des kilomètres et des kilomètres pour être résistant le jour de la course? Alors évidemment, ce ne sera pas dans les mêmes volumes que toi tu annonces, mais ce sera à notre échelle. Mais, eh bien, c'est vrai qu'on entend des voix discordantes en ce moment. Ce n'était pas forcément le cas avant, mais tu as des entraîneurs qui vont te dire il faut borner, 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 d'autres qui vont te dire non, à partir d'un certain volume d'entraînement, eh ben on est en surentraînement. Donc, c'est difficile de s'y retrouver, et effectivement, tu as raison, chaque personne est différente, donc c'est à nous d'essayer les choses et de voir si on est réceptif ou pas, mais c'est quand même dur d'y voir clair. Après, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas qu'une méthode, hein. Je peux aussi l'entendre. Moi, c'est vrai que pour ma part, je sais que c'est plutôt couper la poire en deux, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une période où il y a des gens, même dans certains pays, qui en font énormément, c'est-à-dire qu'ils vont à plus de 200, 220, 240. Là, à ce moment-là, peut-être, éventuellement, il y a peut-être 20, 30, 40 kilomètres qui sont peut-être en trop et qui peuvent être faits différemment, ou voilà, il y a pas besoin de tout ça. Moi, si demain je fais 120, 130 kilomètres, considérerais que j'en fais pas assez. Je suis capable d'entendre que 200 c'est trop et qu'il faut peut-être en faire moins, mais 120, 130, ça me paraît très léger. Pour moi, après, je sais pas pour le reste, c'est vrai qu'on est peut-être un peu tous différents,
Mais moi, j'ai besoin aussi de travailler sur la fatigue quand je m'entraîne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour être performant sur la dernière partie de course, il faut travailler sur la fatigue. Et travailler sur la fatigue, c'est travailler sur un kilométrage et une fatigue, on va dire, musculaire pour pouvoir terminer le marathon de la meilleure des manières. Donc voilà, après c'est vrai que moi, je me suis jamais trop posé la question. J'ai réduit un petit peu mon kilométrage, on va dire, c'est-à-dire des fois, je fais 10-15 km de moins par semaine. Mais voilà, de là, le réduire à 120, 130, je pense que voilà, je suis pas encore à ce niveau-là, ouais. Ouais, c'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. L'entraînement, ça sert aussi et surtout à emmagasiner de la confiance. Si tu sais que tu as fait tout ce qu'il fallait faire, finalement, quand tu es dans le sas de départ, tu as très peu de raisons de douter. Mais à contrario, si tu sais que tu as un volume d'entraînement qui est moindre que ceux de tes adversaires, bah moi je dis bravo parce qu'il faut une grosse confiance pour pas douter. Ah, c'est vrai que si on a confiance en son plan d'entraînement, à son coach, après, à partir de ce moment-là, voilà, c'est du moment où on doute, que ce soit sur l'entraînement, sur soi, sur ses capacités, sur toutes les choses qu'il peut y avoir aussi autour dans la vie privée, professionnelle, etc. C'est vrai que le doute est finalement peu permis dans le sport de haut niveau et notamment en athlète parce que finalement, c'est celui qui va venir parfois enrayer. Donc, si on pense que 120, 130, c'est suffisant, ah mais moi je dis il faut y aller, hein. Il faut mieux se dire à 120, 130 km je suis bien, je me sens bien, plutôt que de faire 150, 160 parce qu'on nous l'a dit et que finalement ça ne nous convient pas. Je pense que oui, la confiance en soi est primordiale aussi dans la réussite. Alors les énormes volumes que tu annonces, ça doit peut-être faire bondir nos auditeurs. Après, évidemment, hein, c'est une question d'échelle. Toi, Benjamin, tu vises un chrono international, donc tu es obligé de passer par là. Et justement, en parlant de décalage, nous, les observateurs et les téléspectateurs, on a l'impression finalement qu'il y a deux mondes entre les Éthiopiens et les Kenyans et les coureurs européens. Est-ce que toi aussi, tu as cette impression-là? Ouais, je pense qu'on le voit depuis une vingtaine d'années. De toute façon, moi qui ai même connu les distances inférieures, même si parfois il y a un Européen qui s'y glisse, on voit que quand même, nous on a vécu en fait avec cette différence, hein. Moi j'ai fait mon premier mondial de cross en 2005, donc c'était maintenant il y a 13 ans, j'étais junior. Le premier européen ou non euro, non le premier non africain, il fait 20e à l'époque à Saint-Galmier, il s'appelait Galen Rupp. Ouais, bien sûr, Galen Rupp, qui est entraîné par Alberto Salazar, qui est aussi qui était l'entraîneur de Mo Farah, qui l'a quitté pour des raisons, on va dire, diverses et variées. Ouais, donc c'était Rupp à l'époque, il fait 20e des mondes juniors. Il faut se rendre compte que déjà en junior, il se faisait, Ouais. vu le niveau qu'il a, il se faisait déjà, enfin, et je pense qu'en plus à l'époque, il valait 28-30 déjà au 10 000, donc c'est dire la domination. Donc en fait, on a vécu depuis toujours avec cette domination-là, et du coup, finalement, on s'y est habitué, oui, très clairement, à part peut-être de temps en temps ou deux athlètes qui arrivent à s'y glisser, très peu sur marathon, mais du coup, oui, il y a clairement ces deux mondes-là et depuis un petit moment. Alors on voit certains athlètes arriver peut-être à faire des choses intéressantes sur 5000, 10 000, ou même à aller s'approcher. Je pense que récemment il y a un Japonais qui a fait 2h05 là, mais finalement on sent que l'écart, même si les non-africains ont gratté un petit peu sur marathon, sauf que le record du monde est descendu 3-4 minutes aller en 15 ans, donc finalement l'écart est resté, et même j'ai l'impression que ça croît avec la moyenne, avec la densité, finalement ça croît, ouais, avec les années. Et du coup, cette barrière sous les 2 heures, on entend beaucoup parler. Il y a eu tout un effet médiatique et marketing autour de ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse ou ça te laisse plutôt indifférent? Non, je pense que moi il y a quand même une grosse indifférence parce que ça me fascine moins, peut-être parce qu'aussi maintenant j'ai pris du recul, j'ai 32 ans et voilà, donc c'est vrai que et puis je suis aussi dans le sport de haut niveau encore. Du coup, ouais, bon, il y a vraiment un aspect aussi marketing qui me dérange un petit peu où on parle de ces 2 heures-là. On s'en rapproche. Moi, je pensais pas qu'on allait s'en rapprocher aussi vite. J'avoue que déjà quand on était à 2h30 ou 2h2,57, je trouvais ça déjà énorme. Là, 2h, 2h1:30, ça s'affole. Pour moi, ça s'affole vraiment. Et ça m'inquiète même parce que je me dis que même il y a 15 ans, on était à 2h05, 2h06. Déjà courir à l'heure, là on sera 21 km/h. J'ai pas l'impression que l'entraînement a tant évolué que ça en 15 ans. Bon, le matériel un petit peu, etc. C'est vrai que ouais, moi voilà, je vais pas m'en cacher, oui, il y a une forme d'indifférence par rapport à ça. Et du coup, après, est-ce qu'on va y arriver? Oui, on y arrivera. Peut-être pas de suite parce que Kipchoge, est-ce qu'il est capable de gagner 1 minute 30 là, dans ses dernières années de carrière? Pour le moment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera capable d'aller faire déjà 2 1:30?
Mais on y arrivera, oui, on y arrivera. Si c'est pas demain, ça sera dans 10, 15, 20 ans, on va y arriver, ouais. Et Il y justement, a- en parlant de record, Benjamin, toi, tu penses que tu es en capacité d'aller chercher le tien? Je te pose la question parce qu'en introduction, tu nous as rappelé que tu avais maintenant 32 ans et sans être taquin, parce que je suis un peu plus âgé que toi, presque 10 ans pour être franc, les années passent, donc tu penses que ça va être plus compliqué du fait d'une forme de lassitude, voire de fatigue à la fois physique ou psychologique, ou tu penses, à contrario, que l'expérience que tu as pu emmagasiner va te permettre justement d'abattre encore de nombreuses barrières? Ouais, je pense qu'il y a pas forcément d'âge. C'est vrai que sur le marathon, c'est une discipline quand même. On a vu des gens performer assez tardivement. Il y a 2, 3 ans, avec les petits pépins physiques, j'avais l'impression que je commençais à vieillir. Et puis là, depuis 2 ans, j'ai l'impression que ça revient. Donc, dans ma tête, oui, j'ai toujours mon record. Déjà en 2017, j'avais un petit peu d'énormes regrets de pas l'avoir battu parce que je pense que je l'avais réellement dans les jambes, que ça soit à Paris ou à Berlin. Les conditions de course ont fait que bon, ben finalement, des fois, ça se passe pas comme on veut, même si j'étais plutôt en forme. Ben, il y a des petits détails ou des petites choses qui font que ben, le jour J, il faut que tout soit réuni pour. Bon, on l'a vu, Kipchoge, il a mis quelques marathons. On le savait qu'il avait le record du monde dans les jambes, mais il a mis quelques marathons à le battre. Et donc ouais, moi je pense que ça va être, on va dire, l'objectif prochain, là, qui va arriver très vite, d'aller chercher ce record. Et je pense que j'en ai je pense que j'ai dans les jambes, et deux, Lequel? Un record au marathon de Paris? Paris reste un petit peu en moi comme une course que j'aime, que j'adore faire. Donc, ça sera encore le cas cette année, et je pense qu'on va y aller avec Flo Carvalho. Là, on est en train de, alors on se l'est préparé dans la tête et partir sur les mêmes bases pour pouvoir aller chercher un gros chrono et aller chercher, voilà, moi mon record et lui une grosse performance dès ce printemps. Voilà, si tout se passe bien, on a la motivation. Eh bien, avec toutes les annonces qu'on a eues sur le podcast et dans la presse, on va avoir un très beau marathon de Paris cette année. Plus on est, mieux c'est, et autant qu'on s'entraide et qu'on se tire vers le haut pour aller chercher les gros chronos. Bah, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle que tu nous annonces pour le printemps, parce que nous, ça va nous faire plaisir de pouvoir voir les meilleurs marathoniens à Paris. Et dans ce que tu dis, moi je remarque quelque chose, c'est que c'est important, en tout cas c'est comme ça que je le traduis, tu vas le confirmer ou non, de refaire une course là où ça a déjà réussi, parce que finalement tu maîtrises un peu, tu maîtrises le parcours et tu y as laissé de toi-même de bons souvenirs. Donc est-ce que ça joue dans la décision au final de se dire c'est un parcours que je connais et là où j'ai déjà perfé, donc ça participe de la mise en confiance pour viser le gros chrono? Ouais, pour moi particulièrement, oui. Moi, je sais que c'est un marathon, voilà, qui me transcende. Et rien que pour ça, je sais que je vais y gagner, peut-être que d'aller à Rotterdam ou d'aller à Londres. Rien que sur le fait, voilà, je visualise déjà la ligne de départ, la descente des champs, le parcours. Bon, je le connais. On pourrait dire que ça y est, je l'ai fait un paquet de fois, et il m'enquiquine et et voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Mais au contraire, là, j'ai une réelle envie quand je parle de Paris. C'est vrai que surtout que j'en reste sur un bon souvenir là en 2017 quand je l'ai refait avec même peut-être quelques regrets. Donc j'ai envie d'y revenir pour essayer de voilà d'aller chercher mon record là-bas. Et puis ouais, ça joue énormément. Voilà, l'envie d'aller sur tel marathon aussi participe à la confiance que l'on peut avoir dans la prépa et dans la réussite finalement du chrono à l'arrivée. Ouais, on sent chez toi un gros affect pour le marathon de Paris, et justement en parlant de tes prochaines courses, je vais te projeter un petit peu plus loin dans le futur. Est-ce que tu n'envisagerais pas plus tard de monter sur trail? Si je te pose cette question, elle n'est pas anodine. C'est parce que tu as un nouvel équipementier, un nouveau sponsor qui est Okawan, et qui est quand même un spécialiste du trail. Donc, est-ce que ce serait pas un petit signe d'une montée future sur trail? Est-ce que ça te branche? T'y as pensé? Alors j'y ai pensé, parce que je me dis toujours qu'il faut toujours essayer. Après, je pense que même si ça reste de la course à pied, ce sont quand même deux sports différents, enfin, ou deux disciplines C'est différentes. sûr. Moi, le seul inconvénient, j'aimerais bien essayer, mais je pense que je serai jamais un grand trailer. Alors je pense que je me débrouillerai parce qu'il y a quand même une bonne base, mais je suis pas très casse-cou, je suis pas très à l'aise dans des parties un peu difficiles. J'aime aussi courir, on va dire, vite et pas trop longtemps, même si le marathon, on va dire que c'est 2 heures. Mais voilà, il y a des aspects qui me font dire que je serais peut-être pas le plus à l'aise sur le trail et notamment sur des longues distances.
parce que voilà, on est sur des configurations de parcours de difficultés différentes. Et je pense que je souffrirais énormément en descente ou peut-être en courant des heures et des heures, peut-être ça serait voilà. Et puis en plus, je suis quelqu'un d'assez fin, pas très pas très casse-cou. Donc pourquoi pas essayer une fois, mais je me vois pas faire une grande carrière dans le trail. Voilà, si c'est pour si c'est pour répondre à la question. Je pense que essayer, il faut toujours essayer. Peut-être pas le plus long ou quelque chose qui fait peut-être 50-60. Mais pourquoi pas essayer un jour. Voilà. Après, de là à te faire une carrière, j'y crois pas trop. D'accord, mais tu as bien résumé les choses. C'est vrai qu'on a peut-être, les coureurs en tout cas sur route, ont tendance à s'imaginer que la passerelle entre route et trail, elle est simple. Alors que non, c'est deux disciplines qui sont, même si elles se ressemblent, c'est de la course à pied, ça sollicite les mêmes groupes musculaires. Arriver là, c'est pas du tout les mêmes aptitudes. La notion aussi nutritionnelle pour gérer des courses aussi longues n'a rien à voir. Le mental n'est pas le même. Quand on va travailler un mental pour une course aussi longue qu'un trail et celui de résistance pour une course sur route où on va plutôt travailler la résistance à la douleur, c'est pas du tout les mêmes leviers qu'on va utiliser et la passerelle elle est loin d'être si évidente que ça. Et il y a des très bons crossman ou des coureurs sur route qui arrivaient sur trail se font dégommer ou à contrario. Donc ça prouve bien que c'est pas si évident que ça. Non, non, ouais, moi j'en suis très conscient. C'est pour ça que ce que je disais, je le pense réellement. Je pense que, alors oui, on se débrouillerait un petit peu, mais il y a des choses dans cette discipline, qui fait que je pense qu'on a besoin aussi déjà de s'entraîner dans des conditions aussi de parcours de trail. Nous, c'est rare quand on a des parcours très vallonnés, etc. On est moins fait pour ça, les appuis, etc. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail en amont qui doit être fait. Et donc, je pense que la passerelle, elle est, voilà, moi j'en suis persuadé, elle n'est pas si évidente que ça. Oui, si le trail est plat, s'il n'y a pas trop de cailloux, s'il n'y a pas trop C'est de, plus du trail alors. voilà, c'est plus C'est de la course C'est la nature. course nature. Ouais. je pense souvent aux Américains qui ont des parcours un peu de trail, un petit peu. Alors oui, il y a du dénivelé, mais très peu casse-pattes en fait, avec un chemin en fait, c'est du chemin. Et c'est vrai quand ils arrivent en Europe, souvent les Américains, alors peut-être pas ces dernières années, mais un peu avant, ils avaient un petit peu de mal parce qu'ils avaient des parcours bien plus compliqués. Et du coup, c'était des gens qui passaient très bien chez eux et un petit peu moins bien après en Europe. Donc voilà, ouais, non, non, pour moi, c'est deux disciplines complètement différentes. Et du coup, je suis conscient que j'aurai pas mal de difficultés. Voilà. En plus, j'ai pas de bonne cuisse. Je suis pas très à l'aise dans les cailloux, dans les parties difficiles. Donc pour moi, ouais, ça serait quand même assez compliqué. Ouais. Bon, beaucoup d'humilité. Benjamin, c'est vrai qu'il y a pas mal de coureurs sur route qui s'imaginent que c'est facile et après ils se prennent une grosse claque. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. On imagine que c'est facile et moi, je pense que voilà, je me mettrai pas au défi avec un trailer reconnu à dire que je vais le battre. Je pense que j'en suis très très loin. À part si le trail fait 30 km et qu'il est pas très compliqué, et encore, je me méfierais, mais c'est plus du trail. Même 30 km pour moi, c'est pas du trail. Mais après, non, non, voilà, il faut être conscient aussi que chaque discipline est différente et garder cette humilité-là. Nous, je pense que dans la course à pied, la plupart des coureurs longs, alors certains peut-être s'imaginent passer facilement, mais on se rend compte aussi que c'est pas si facile que ça. Certains ont en fait des mauvaises expériences et voilà, ils se sont dit que finalement c'était quand même une discipline aussi à part et que c'était différent d'une course sur Ça route. c'est clair, si on n'a jamais couru de trail, on peut revendiquer plein de choses et se laisser hypnotiser par ses propres capacités. Le plus simple, c'est de s'essayer à cette distance et de voir si ça passe ou pas. Dis-moi, on aime bien finir nos interviews par une question. Si on avait une machine à remonter le temps et que tu pouvais remonter 15-20 ans en arrière, quel conseil tu donnerais au petit Benjamin de 13-14 ans? C'est quoi que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil? Je lui dirais d'avoir encore plus confiance en lui, parce que je pense que ça m'a peut-être manqué plus jeune et de croire aussi en ses chances, parce que je pense que j'imaginais pas que j'arriverais à ce niveau-là et j'en ai eu conscience au fur et à mesure, mais peut-être pas. J'étais quelqu'un de plutôt timide, plutôt réservé et ouais, je lui dirais d'avoir confiance et d'oser un petit peu plus parfois dans la vie, hein, même de tous les jours. Ça m'aurait permis, alors je regrette rien, hein, mais ça m'aurait permis peut-être d'accélérer plein de petites choses, voilà. Mais voilà voilà les conseils que
que je donnerai. Merci beaucoup pour ta sincérité, Benjamin. C'est vrai que la question, la confiance en soi, c'est quelque chose de récurrent. Ça revient tout le temps chez les athlètes. Et d'ailleurs, avec Fred, on aura l'occasion de faire une émission spécialement sur cette question-là, parce qu'elle est au cœur finalement des préoccupations des athlètes. Et c'est pas étonnant, car quand on veut se donner un objectif, on est obligé de partir de soi-même. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'on n'a pas toujours une bonne image de soi, surtout quand on est jeune. Mais ça vaut le coup de se battre. Fred, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, j'ai simplement été ravi de pouvoir échanger avec Benjamin et avoir un peu son regard, notamment sur le marathon, qui était très intéressant. Et, merci à vous en tout cas. Bonne journée. Et voilà, j'espère que l'interview vous a plu. C'est vrai que dans cet épisode, on est rentré un petit peu plus dans le détail de ce qu'implique la préparation d'un athlète de haut niveau. C'est un parti pris et c'est aussi la chance qu'on a avec le format podcast, c'est qu'on peut passer plus de temps avec des athlètes et des champions comme Benjamin. Et à mon avis, ça vaut le détour. Et sinon, je vous invite à l'ajouter sur ses réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, ajoutez-le. Quand on ajoute un athlète, on le soutient aussi. Donc foncez. À très vite.